L'exercice suivant, c'est 4. Ça concerne propagation d'un ébranlement le long d'une corde. Je relis l'exercice. La relation V est égale à la racine carrée de F sur mu donne la vitesse de propagation d'un signal transversal le long d'une corde tendue, dont F est la tension de la corde et mu c'est sa masse linéaire. Premièrement, calculer la vitesse de propagation d'un signal le long d'une corde de longueur L, 8 mètres, et de masse M, 100 grammes. Et si sa tension F est de 5 newtons. La première question, je ne viens d'étudier les équations aux dimensions. Et tu m'as posé tout à l'heure la question de la racine carrée. Et tu as de la chance, nous avons dans cette relation aussi la racine carrée. Tu passeras faire l'analyse dimensionnelle de cette relation V est égale, je vais l'écrire, V est égale la racine carrée de F sur mu. Voilà. Ou tu peux prendre stylo, feutre noir. D'un côté, on écrira V, et de l'autre côté, on écrira celle-là. D'accord? Dimension, oui, équation dimension de V. On l'a déjà su. Oui, c'est une longueur. Essayons d'écrire l'expression simple, toujours sur la même ligne, avec... voilà. On passera à l'équation dimension de l'autre partie. Tu l'écris entre crochets. Oui, on enlève la racine carrée. D'abord, je garde ces deux crochets, jusque-là, et tu mettras quoi? On fait sortir quoi? La racine, c'est-à-dire 1, 2. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? La force entre crochets, F, fois mu moins 1. On la garde, on revient à F. C'est quoi? En newton. Qu'est-ce que tout à l'heure le newton dans l'exercice précédent? C'est la masse, c'est une masse fois une longueur fois t moins 2. Voilà. Et mu maintenant. Comment? Une masse sur une distance. Donc c'est M fois L puissance moins 1. D'accord. Et on va essayer. Tu mettras moins 1 ici. Tu réécris une deuxième fois mu puissance moins 2, moins 1 pardon, est égal. Oui, c'est M puissance moins 1 fois L puissance moins 1 fois moins 1, c'est 1. D'accord. Et tu remplaces là. Donc, tu commences par là. Voilà. D'accord. Le tout à la puissance 1 demi. Et tu essaies de simplifier sans écrire là. M fois M moins 1, on la simplifie.
comme ça. Tu prends ce rouge et tu essaies de... Quoi d'autre doit être simplifié, non? Donc, ça donne L au carré. Tu essaies de donner, si c'est possible, la réponse finale. C'est L au carré. Ça donne quoi? L. Voilà. Et tu as le temps moins 2. Moins 1. T moins 1. Oui, oui, tu la gardes. L, c'est L. Fois. Voilà. Moins 1. Et c'est la dimension de quoi? D'une vitesse, c'est celle-là. Donc tu mettras ici 1 et ici 2. Le numéro 1. Et là c'est 2. Donc 1 est à la même dimension. Donc V est égal. Voilà. Merci. J'espère que tout le monde pourra faire la même chose que votre camarade. C'est question d'habitude. Il faut s'habituer à ce genre de calcul. C'est pas demandé, mais uniquement pour forcer un petit peu ce que nous avons fait pendant l'exercice précédent. Et ayez l'habitude, une fois que vous trouvez des relations, essayez d'appliquer ces équations de motion pour s'entraîner. Notre question, ce n'est pas celle-là. Il nous demande de calculer directement V. Donc, première question. V égale la racine carrée de F sur mu. Ils nous ont donné mu. On remplace mu par son expression. Avec mu, c'est M sur L. Je ne sais pas si grand M ou... Non, c'est petit m, mais grand M. Essayez de respecter les notations de l'exercice. Donc, c'est petit m. Et ça donne V est égal à la racine carrée de F fois L sur N. J'encadre l'application littéraire et je fais l'application numérique. V, ça sera la racine carrée de F qui est 5 fois 8. Combien de... 8 fois 8 sur 0. C'est 20. 20 mètres. 20 mètres secondes moins 1. La deuxième question, c'est aussi simple que la précédente. Quelle est la durée du signal pour parcourir la corde tout entière? Oui. Deuxièmement, c'est V, c'est D sur delta de T. Donc, delta de T, ça sera D sur V. Et on remplacera chaque grandeur par sa valeur. Delta de T, ça sera D, c'est L. C'est L et là c'est V. Donc L, c'est 8 mètres sur V qui est 20. 0,4 secondes. Donc il parcourra 8 mètres en 0,4 secondes. Propagation, l'exercice suivant, c'est 5. Numéro 5, propagation d'une onde sonore.
Donc si vous avez terminé d'écrire, essayez de lire, mais pas parmi vous qui ont déjà tenté de résoudre cet exercice. Donc dans un bassin, une source sonore émet un bruit intense qui se propage dans l'air et dans l'eau. Le bruit est reçu par deux récepteurs sonores, R1 placé à l'air et R2 situé dans l'eau, voire figure. Les données, la célérité du son dans l'air, c'est VR 340 mètres secondes moins 1, et la célérité du son dans l'eau, c'est VO est égal à 1500 mètres secondes moins 1. Quel est le récepteur qui, le premier, détectera le bruit pendant produit par la source? Est-ce qu'on peut remplacer le mot bruit par l'onde sonore ou quoi d'autre que nous avons utilisé? Oui, une perturbation ou le signal. On peut utiliser le terme signal. Onde, c'est plus approprié au cours, et aussi une perturbation sonore. Donc, qui donnera la réponse de la première question? Oui? Le récepteur qui détectera le bruit premier, c'est R2, car la célérité du son dans l'eau est plus grande que celle dans l'air. C'est exact. Donc, le récepteur R2, c'est le premier qui recevra le signal avant R1, puisque la vitesse de propagation dans l'eau est supérieure à celle dans l'air. Sans l'écrire, chacun d'entre vous essaie de formuler cette réponse et de l'écrire. Mademoiselle, tu as entendu la réponse? Non. Donc essaie de changer d'abord la place. Un petit conseil, si vous êtes des amis hors classe, essayez de s'asseoir loin de l'une, loin de l'autre, afin de faciliter le suivi. Voilà. S'il te plaît, tu nous donneras la réponse. Oui? C'est prêt à... Vous avez... j'ai dit tout à l'heure que vous avez répondu à cet exercice, donc tu la lis directement de ta réponse, c'est bien. Donc vous écrivez, chacun d'entre vous écrira soit la réponse qu'il a sur son cahier de recherche, soit ce qu'il vient d'entendre. Le récepteur R2 détectera le premier le signal sonore, puisque la vitesse de propagation dans l'eau est supérieure à la vitesse de propagation dans l'air. D'accord? Deuxième question. On note delta de t, la durée séparant la détection du bruit par les récepteurs R1 et R2. Exprimer la distance d séparant la source du récepteur en fonction de la durée delta de t et de la célérité VR et VO. Calculer par la suite cette distance, sachant que delta de d est de 0,5 secondes. Comment on va procéder à cette réponse? Oui.
On discute sans utiliser le... C'est ton travail, tu l'as fait. Donc essayez de parler sans lire. Essayez de nous expliquer ce que tu as fait. Donc il nous demande delta de t. Ce delta de t, c'est quoi? C'est la différence entre le temps. Entre l'instant, delta de t et l'instant. Nous avons déjà parlé la différence. C'est la différence entre l'instant De la description de R1 et R2. Donc delta de t, ça sera quoi? la différence. C'est, on va noter T2 ou TR et TO. Qui est le plus grand? TO. Donc TO, il est court et TR, il est grand. Donc delta de T, ça sera TR moins TO. Le plus grand moins le plus petit pour avoir une durée delta de T. D'accord? C'est la première des choses, c'est exprimer ce delta de T. C'était moins le plus grand, moins le plus petit. D'accord? Et on passera à... Nous avons une seule et unique relation. X est égal à VT. Nous avons V est égal à D sur delta de T. Et lorsqu'on parlera des instants, on utilise la relation X est égal à VT. X, si vous voulez, l'abscisse de front d'onde ou de bruit ou de déformation, nommez-la ce que vous désirez. Et T, c'est l'instant, il sera atteint par, ou elle atteindra le récepteur. Donc ça sera XR. C'est quoi? C'est VR fois T mis dans l'air. Et XO, c'est VO fois l'instant dans l'eau qui atteindra le récepteur R1. On fait sortir là TR est égal à XR sur VR. Et là, TO, ça sera XO sur VO. Relation 1 et 2. Donc, delta de T de 1 et 2. Delta de T, ça sera X R sur VR moins XO sur VO. D'accord. On réduit au même dénominateur, ça donnera. Donc ici. Non. Là, on doit faire apparaître quoi? La distance là. La distance, c'est XR et c'est XO. Oui. Ils ont la même. La plus grande, la distance, nous avons. Pardon, je dois garder la delta de T, ça sera X R sur VR moins XO sur VO. J'ai pas fait le schéma. Si le schéma c'est dans l'air, R1, et là l'émetteur, et là c'est R2, là c'est l'eau, et là c'est l'air. De là à là c'est quoi? C'est XR. Et de là à là c'est XO, pardon. Oui, c'est la même distance. XO.
Donc là, j'écris que je dois écrire XR est égal à XO est égal à D. Et je continue mon développement. Delta de T, ça sera D. 1 sur VR moins 1 sur VO. Il nous a donné la question citée des delta de T en fonction là. C'est pas la peine de D en fonction. Oui. Donc ça donnera D est égal à delta de T sur 1 VR moins 1 VO. Généralement, on la garde même. Il y en a ceux qui désirent avoir une relation qui est simplifiée, réduire en même dénominateur. On écrira D, ça sera delta de T sur VO moins VR sur le produit VO VR. On écrira l'équation finale ou l'expression finale de D. Ça sera VO fois VR fois delta de T sur VO moins VR. C'est l'expression préférable plutôt que l'autre. D'accord? Là, on voit uniquement des mathématiques. Essayez de travailler sur un schéma. Si dans l'exercice, vous avez un schéma, et sur ce schéma, ils ont mentionné D qui est la même dans l'air ou dans l'eau, qui facilitera la relation. On mettra D en facteur, qui est la distance parcourue dans les deux milieux O ou R. Par la suite, il nous demande de faire l'application numérique. Ils nous ont demandé, de calculer cette distance. Donc, D est égal, V de O, c'est 1500, fois 340. Évidemment, dans des conditions de température et de pression. Ces valeurs-là changent avec la température et la pression. Divisé par 1500 moins 340 fois 0,5. Si quelqu'un a déjà répondu à cette question et qu'il a la même expression que vous avez devant vous, 219. Donc D, c'est 219,8 mètres. Voilà. Il nous reste le dernier exercice de cette série. Oui. Puisque la distance entre les récepteurs et la source est la même. Oui. Donc D égale à VF fois delta T. Non. D égale à VO fois delta T. On n'utilise pas delta de T. Quel delta de T? Si on utilise, il faut utiliser DR est égal.
C'est VR fois delta de TR. Si tu utilises D est égal à V fois delta de T, on ne voit pas de quel phénomène on parle. Nous avons deux phénomènes distincts. La propagation dans l'air qui s'effectue avec une vitesse qui est différente à celle qui se produit dans l'eau. Donc, pour appliquer cette relation qui n'a pas, si vous voulez, delta de T est égal à D sur V, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de goût. Mais nous, c'est nous, au cours d'exercice, qu'on lui donne un goût. Delta de T de l'air, dans l'air, c'est la distance parcourue dans l'air sur la vitesse de propagation dans l'air. Et de la même façon pour l'eau. Normalement, si nous avons la même distance, on aura des durées différentes. Mais si nous avons des mêmes durées, nous aurons des distances qui sont différentes. Dans cet exercice, ils nous ont imposé la distance entre l'émetteur et le récepteur dans les deux cas. Ça veut dire que XR et XO sont les mêmes. Automatiquement, ça sera X, si vous voulez, DR, comme tu viens de dire, DR et DO. J'utilise pas D et durée, parce que pour calculer une durée, nous avons besoin de 2 instants. À compter que l'origine des temps, c'est l'instant où l'onde, où le bruit prend départ de la source vers les deux récepteurs. Nous avons dans cette série traité la plupart des phénomènes courants. Une corde, un ressort peut-être? Non, on n'a pas vu le ressort. Propagation des ondes sonores, propagation dans l'eau et propagation de 2 milieux différents, comme le cas que nous venons de finir. Et le dernier exercice, ça concerne les séismes. On attendra d'autres phénomènes qui viendront par la suite. On peut les traiter dans les ondes progressives périodiques. Il nous reste un exercice sur l'échographie et la détection. On verra, peut-être dans un devoir à la maison, qui nous préparera. On a assez de temps pour arriver à ce stade, c'est-à-dire le premier contrôle continu. Donc, qui peut nous lire l'introduction de cet exercice? Oui? Lors d'un séisme, la Terre est mise en mouvement par des ondes de différentes natures qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes et destructrices en surface. On distingue les ondes P, les plus rapides se propageant dans les solides et les liquides, les ondes S, moins rapides se propageant dans les solides. L'enregistrement de ces ondes par des sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre du séisme, lieu de naissance de la perturbation. Les schémas A et B modélisent la propagation des ondes sismiques dans une couche terrestre. D'accord. Donc, c'est un petit résumé de un séisme. En réalité, ils nous ont dit qu'il existe plusieurs formes. Les plus connues, ce sont 4. Les ondes P, les ondes S, les ondes L et les ondes 4 ondes sismiques. Et les ondes qu'on appelle les ondes de volume qui circulent en profondeur. On n'a pas donné tout à l'heure, je vais essayer de vous faire, de revoir ces 3.
l'exercice n'a pas mentionné les types et comment se font donc. On essaie de... Là, ce sont les deux types mentionnés dans l'exercice. Donc, le sens de propagation est horizontal. À droite, vous avez une déformation ou une onde mécanique. De quelle nature celle-là? Et c'est une onde transversale. C'est l'onde S. Ce sont des ondes S là. Ondes S qui sont transversales. Et là, ce sont les ondes P. Ce sont les ondes primaires. Et S, ce sont les ondes secondaires. Donc, comme je viens de dire que ces ondes-là, nous avons mentionné que deux, mais ils sont connus quatre types d'ondes. J'ai dit ondes P et ondes S, et il y a les ondes L, où sont celui qui les a découverts ou étudiés, c'est les ondes Love, c'est son nom. Et d'autres ondes, donc ceux qui coïncident à notre programme, ce sont P et S. D'accord? Donc là, vous voyez que les déformations, c'est le sens ou la direction de propagation est parallèle à celle des directions de propagation. Et là, c'est perpendiculaire. D'accord? Donc, on revient à notre... Donc, la première question, les ondes P, appelées aussi ondes de compression, sous des ondes longitudinales. Les ondes S, appelées aussi ondes de cisaillement. Qu'est-ce que ça veut dire du cisaillement? Ce sont des coupures. C'est-à-dire, il produit un découpement. En réalité, ce séisme se produit par des mouvements tectoniques ou des mouvements des plaques qui résultent suite à ce mouvement de l'énergie qui sera transmettre de l'intérieur de la Terre vers la surface. Donc on écrira des phrases concernant séisme. On peut le définir. Séisme, deux points. Un séisme, c'est un ébranlement brutal du sol. Séisme, c'est un ébranlement brutal du sol provoqué par le mouvement relatif ébranlement brutal du sol provoqué par le mouvement relatif de deux compartiments
rocheux. De 2 compartiments rocheux. Par la suite, ce séisme, il est caractérisé par ce qu'on appelle le foyer. Le foyer, c'est le lieu où se produit à l'intérieur de la Terre ce mouvement. Et ce mouvement-là, il va se propager le long de la Terre. Et la projection de ce foyer sur la surface de la Terre, on l'appelle l'épicentre. L'épicentre vous entendez parfois dans les informations que, par exemple, il s'est produit un tremblement de terre ou un séisme au Hoshima, par exemple, à Al-Husayma, et on dit que son épicentre est tel. Il nous donne un lieu donné. C'est-à-dire, c'est la projection de ce foyer vers la surface, c'est là où, ce qu'on appelle dans notre cours, l'épicentre. Mais pour nous, c'est quoi? C'est la source de l'onde qui se propage à la surface de la Terre. D'accord? Donc, à la ligne, foyer, c'est le lieu précis. Foyer, c'est le lieu précis où se produit la rupture initiale. Où se produit la rupture initiale. Où se produit la rupture initiale. En libérant de l'énergie. En libérant de l'énergie. Cette énergie-là, c'est ça l'onde, parce que nous avons dit qu'une onde mécanique, c'est la propagation de l'énergie sans propagation de la matière. Dernier point, épicentre. Épicentre. C'est la projection du foyer à la surface du sol. Si là, il se produit c'est là où il y a ce cisaillement, cette coupure. Donc là, c'est le foyer. Et là, c'est l'épicentre. D'accord? Ça, c'est à l'intérieur de la Terre. Et si cet épicentre coïncide avec un océan, ça donne quoi? De tsunami, ça dépend de l'énergie libérée. Ça peut donner des vagues de quelques mètres qui peuvent arriver à quelques kilomètres. Donc, selon l'énergie libérée lors de ce cisaillement. N'oubliez pas aussi qu'il peut être provoqué par des volcans. Même les volcans sont responsables de ces tremblements de terre. Donc on passera maintenant à notre exercice. Donc quelle est la question 1? Sur le schéma, un train d'onde A et un train d'onde B. Ça veut dire c'est, si vous voulez, un paquet de mouvements. Ce train
uniquement un ébranlement, si vous voulez, ou ce que nous avons noté, une onde mécanique. Donc, qui nous donnera la réponse à cette question? 1. Les ondes P, appelées aussi ondes de compression. Quels sont les types d'ondes qui correspondent, qui sont du même type des ondes P que nous avons étudiées? Les ondes sonores. Les ondes sonores sont longitudinales et ce sont une suite de compression et de dilatation. Lorsque vous avez regardé cette onde schématisée, on voit que la distance entre des points de milieu de propagation, soit qu'ils sont serrés, soit qu'ils sont dilatés. Donc, indiqué sur le schéma, chaque type d'onde. Il y a les trains d'onde A et les trains d'onde B. Lequel P, lequel S? Oui? Le train d'onde A correspond à P. Et AP, oui? le train d'onde B correspond à C. Donc, oui. Si cet exercice est donné dans un contrôle continu, c'est ça ta réponse. Oui. Qu'est-ce que nous avons dit? Toutes les réponses doivent être justifiées. Comment? Non, toujours. On ne peut pas dire là c'est L, là c'est S. Deux, c'est, on verra les deux. Je ne peux pas dire A. C'est P et S sans aucune justification. On doit justifier, toujours. Parce que B sont rapides, ils ont Voilà. D'après les données, les deux types d'ondes se propagent dans le même milieu. Ça, c'est important. Elles se propagent dans le même milieu. Et par la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? La même vitesse. Si vous voulez. Donc, elles se déplacent, dans les mêmes milieux. Donc, une qui est rapide et l'autre qui est lente. Donc, connaissant la durée, on dit que les ondes A sont plus rapides parce qu'elles demandent moins de temps. Par contre, les ondes B demandent plus de temps et sont lentes. Les ondes sont lentes. D'accord? Donc, on écrit 1. Réponse à la question 1. D'après les données, la question, je reviens, la question 2, c'est une question de calcul. Il nous donne un événement qui s'est produit dans une ville. Il nous demande de traiter la question quantitativement, par calcul, d'accord? Donc, les ondes P, la phrase, qu'est-ce qu'il y a? Les deux questions, la première question et la deuxième question sont ensemble. Non, mais le C présente deux trains. Donc, on relit. Les ondes P, appelées aussi ondes de compression, sont des ondes longitudinales. Les ondes S, appelées aussi ondes de cisaillement, sont des ondes transversales, indiquées sur le schéma correspondant à chaque type d'onde. Là, je vous donne l'exercice. Ça, c'était un exercice de baccalauréat française. D'accord? Et cet exercice a été traduit par un collègue qui n'a pas noté toutes les données.
C'est pour cela que vous avez dit que la question A et la question 2 sont deux questions semblables. Je donnerai l'exercice comme il a été donné dans une baccalauréat. Je vous donnerai l'année et quelle académie, entre parenthèses, française a utilisé c'est en 2003 en Afrique, ça veut dire ici lycée Regnault, lycée Descartes, en Algérie, en Tunisie, ils ont le même baccalauréat, la physique là, donc voici voilà. Je vais mentionner l'en-tête. Voici. En Afrique 2003, les ondes sismiques, partie A et partie B. Je vais essayer de donner là. Voilà l'exercice. C'est ce schéma qui manque. Ce schéma qui manque. Donc, il a essayé de... On va essayer de traiter cet exercice comme il est devant vous. D'accord? Voilà la partie A et la partie B. Lors d'un séisme, la Terre est mise en mouvement. Ce sont les mêmes données. Des différentes natures qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes et destructives en surface. On distingue les ondes P les plus rapides et se propagent dans les solides et les liquides. Les ondes S, moins rapides, ne se propagent que dans les solides. Voilà une différence entre les deux types. L'enregistrement de ces ondes, on le lira directement là. Les ondes, l'enregistrement de ces ondes par des sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre du séisme, lieu de naissance de la perturbation. Le schéma A et B modélise la progression des ondes sismiques dans une couche terrestre. A1. Les ondes P, appelées aussi ondes de compression, sont des ondes longitudinales. Les ondes S, appelées aussi des ondes de cisaillement, sont des ondes transversales. La question A11. Définir une onde transversale. Une onde transversale, c'est une onde lorsque la direction de propagation et la direction de déformation sont perpendiculaires. Deuxième question. Indiquer le schéma correspondant à chaque type d'onde. Là, le schéma A, c'est une qui modélise une onde qui est longitudinale et celle-là, une onde transversale. Donc, le schéma A correspond quoi? À une onde du type B, et le schéma B correspond à une onde du type S. Là, nous avons deux, P et S. Regardez même, P, ça veut dire primaire, les premiers à atteindre un lieu donné. Et S, ce sont les secondaires qui arrivent après. Donc, les premières sont déformation qui est de même sens que la propagation. Donc, la question 12, indiquer le schéma correspondant à chaque type d'onde. Donc, là, nous avons dit c'est P et là, c'est S. Voilà la question qui viendra par la suite. Un séisme s'est produit à San Francisco. D'accord? Ils nous ont donné ce schéma qui est la même. Le train d'onde A et le train d'onde B.
donc le séisme. La première question, pour comparer ce que nous ont donné dans l'exercice, c'est celle-là. À quel type d'onde S ou P correspond à chaque train? Justifier, voilà. Lire la question. À quel type d'onde S ou P correspondant à chaque train? Justifiez votre réponse à l'aide de textes d'introduction. Et on n'utilise jamais, on donne une réponse comme ça. A est plus grande que, par exemple, ça c'est S, ça c'est P. Ça c'est S parce que telle ou telle chose. D'accord? Essayez donc la prochaine fois. Parce que ici, on a la justifiée, c'est dans la deuxième question. Oui, non, l'exercice est mal traité. Si vous suivez l'une des pages de deuxième année, vous trouvez cet exercice sur cette page de deuxième PC de 2019-2020 avec sa correction. D'accord? Normalement, c'était